Vous avez connu les stylos plumes, les stylos à billes, l'arrivée du téléphone mobile, probablement Windows 95 et ses disquettes, et puis l'arrivée d'Internet, des emails, des smartphones, des réseaux sociaux et des commandes vocales. C'est assez dingue quand on y pense. Je vais même vous dire une chose qui va vous surprendre, tous mes écrits scolaires se sont complètement effacés. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque j'étais au collège, j'utilisais un stylo plume avec des cartouches d'encre bleue effaçables et que ces encres n'ont pas vocation à durer. Quand on pense aux manuscrits carolingiens qui ont traversé les siècles pour qu'on puisse encore les déchiffrer de nos jours, on peut se demander ce qu'il restera de notre culture, de notre époque et de nos vies en fait. Et comme mon métier c'est l'écriture, je vais vous parler de ce que je connais le mieux, ce qu'il restera de nos écrits dans le futur. Et pour comprendre ce qu'il en restera, le plus simple c'est d'aller enquêter pour comprendre ce qui nous a été transmis et surtout comment. À la fin de cette vidéo, vous saurez choisir le support d'écriture adapté selon ce que vous souhaitez transmettre aux générations futures. Eh bien oui, parce que nous sommes les ancêtres de demain. Je vais me concentrer sur la civilisation latine parce que j'imagine qu'on vous a déjà enseigné à l'école que les plus anciennes formes d'écriture qu'on a retrouvées nous viennent de Mésopotamie et qu'il s'agissait des écritures cunéiformes sur des tablettes d'argile. Si je vous invite directement chez les Romains, oui, ça fait un sacré bond dans le temps, on trouve différents supports d'écriture. Celui dont on a retrouvé les traces le plus facilement, c'est la pierre. C'est ce qu'on appelle des écritures lapidaires. La découverte la plus célèbre, c'est la colonne Trajane. Vous voyez ces lettres majuscules gravées dans la pierre ? On les appelle des capitales romaines, ou bien aussi souvent des capitales monumentales, tout simplement parce qu'elles étaient gravées sur des monuments. Ça paraît assez logique que des textes gravés dans la pierre aient pu traverser le temps pour nous être transmis. Donc la pierre, une valeur sûre si vous voulez transmettre un message aux générations futures. Mais les Romains n'utilisaient évidemment pas que la pierre comme support d'écriture. Ils utilisaient également le papyrus, parce qu'en Europe, le papier, ça a mis quand même un sacré bout de temps avant d'arriver. Donc le papyrus, c'était bien plus pratique à transporter que la pierre. On le fabriquait à partir de la plante du même nom, dont on utilisait les tiges, on les aplatissait en bandes. Par un système de tissage, on concevait ainsi des feuilles. Et pour écrire dessus, on utilisait un calame. Un calame, c'est un morceau de roseau qu'on a taillé en biseau et qu'on trempe dans de l'encre. Alors dans ce cas, contrairement aux gravures dans la pierre qui enlèvent de la matière pour faire apparaître les lettres, là on dépose de la matière, c'est-à-dire l'encre, pour laisser une trace sur le papyrus. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, les feuilles, elles sont roulées sur elles-mêmes parce que le papyrus, c'est très fragile, on ne peut pas le plier, sinon il s'abîme. On appelle ça volumen quand le document est roulé sur lui-même. À cette époque, le livre n'existe pas encore. Et jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est l'Égypte qui a le monopole de sa fabrication. Alors évidemment, le papyrus peut facilement brûler, et puis, comme je vous le disais, il n'est pas très solide. Alors en termes de transmission pour les générations futures, même si on en a retrouvé bien sûr, personnellement, ce serait pas mon premier choix. Et puis il y a une invention qui a bouleversé l'histoire de l'écriture à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Un support d'écriture tellement efficace que vous connaissez inévitablement son nom, mais ce support reste plein de mystères. J'ai nommé le parchemin. Et à votre avis, en quoi est fabriqué le parchemin ? Non, je vous pose la question parce que très souvent on me dit que c'est un vieux papier. Mais en fait non, pas du tout. Au Moyen-Âge, le parchemin, c'est ce qui domine et on n'a pas encore le papier en Europe. En réalité, le parchemin, il est fabriqué à partir d'une peau d'animal qui a été préparée très longuement. Donc il faut tanner la peau, il faut la tendre sur un châssis, il faut la poncer. Bref, c'est tout un travail très fastidieux et très long pour obtenir une feuille suffisamment raffinée qui permette d'écrire soit au calame ou soit avec une plume d'oiseau. D'ailleurs, dans les films, on voit souvent une plume comme ça, mais en réalité, ils enlevaient toutes les barbes de la plume et ne gardaient que le tube. Mais revenons à nos parchemins. Un parchemin peut être fabriqué à partir d'une peau de chèvre ou de veau, et d'ailleurs dans le cas du veau, c'est la forme la plus précieuse de parchemin qu'on appelle un vélin. Donc quand un scribe était muni de sa plume, il pouvait la tremper dans de l'encre et commencer à écrire sur le parchemin. L'encre médiévale, elle était souvent fabriquée par les scribes eux-mêmes. Et la formule la plus célèbre, c'est ce qu'on appelle l'encre ferro-gallique. C'est une encre qu'on fabrique en utilisant des noix de Galles. Ce sont des petites boules comme celle-ci,
qui servent de nid à un insecte qu'on trouve souvent sous des chênes au sol. Quand le petit insecte est sorti, en fait la boule elle se dessèche, elle tombe au sol et donc là on peut les récupérer. Pour vous expliquer simplement la recette, parce que comme toutes les bonnes choses, il existe 1001 manières de réaliser cette recette. On broyait ces noix, on les mettait dans de l'eau pour faire une décoction, puis on filtrait et on ajoutait du sulfate de fer. Des clous rouillés, ça fait l'affaire. Et les tanins des noix de Galles récupérés dans l'eau, lors de la décoction, s'intensifiaient grâce au sulfate de fer. C'est ce qui donnait cette couleur noir marron foncé, quoi. D'où le nom encre ferro-gallique, mais ça, vous l'aviez deviné, j'en suis sûre. Alors évidemment, au Moyen-Âge, il y avait aussi des encres de couleur, comme le rouge par exemple. Et d'ailleurs, on utilisait déjà cette couleur pour les titres dans les livres. Donc si on vous a demandé à l'école d'écrire vos titres en rouge dans les leçons, c'est encore la faute de ce sacré Charlemagne. Le parchemin, je dirais que c'est quand même une valeur hyper sûre après la pierre. Pourquoi ? Parce que c'est un matériau très résistant en fait. Alors bien sûr, il demande à être conservé dans de bonnes conditions. Là aussi, si on le met en plein milieu d'un incendie, voilà, ça va pas l'aider. Mais c'est un matériau qui était très réutilisé en fait. Très souvent, quand un document n'avait plus d'utilité pour le futur, on venait le poncer pour effacer en fait le texte, les premières inscriptions, et puis on pouvait réécrire par-dessus. Donc c'est ce qu'on appelle des palimpsestes. Et puis en termes de durée de vie, c'est quand même assez impressionnant. On possède de nos jours encore des textes qui ont été écrits sur parchemin sous le règne de Charlemagne. Vous imaginez toutes les personnes qui ont pris soin de ces manuscrits à travers le temps pour qu'on puisse aujourd'hui les consulter encore. Personnellement, je trouve ça très émouvant. Je pourrais vraiment vous parler du parchemin pendant des heures, mais je risque de m'éloigner de notre enquête. Alors poursuivons pour découvrir les supports d'écriture qui ont succédé au parchemin. Et nous arrivons à un support que vous utilisez. Enfin, peut-être plus aussi souvent qu'avant, mais normalement, vous vous en servez encore. Oui, c'est bien du papier dont je vous parle. Inventé en Chine il y a près de 2000 ans, le papier se propage par le biais des Arabes au 8e siècle et au 13e siècle, le savoir-faire se développe en Europe en passant par l'Espagne puis l'Italie. La ville de Fabriano devient un haut lieu de production et d'ailleurs aujourd'hui, la marque Fabriano est encore très réputée pour la qualité de ses papiers. Je suis sûre que vous savez que le papier est fabriqué à partir de fibres de bois. Mais en réalité, à cette époque, on utilise de vieux linges pour fabriquer le papier. C'est ce qu'on appelle du papier chiffon. Il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, on dispose de linge tissé à partir de chanvre ou de lin. Et lorsque le linge est souillé, trop rapiécé ou bien qu'on fait face à des épidémies, il y a des chiffonniers qui sont chargés de récupérer les linges. Et cette matière première va servir à la fabrication du papier. Pour vous expliquer les choses assez simplement, on découpe les linges en petits morceaux, on les met à tremper dans de l'eau pour qu'ils commencent un peu à macérer pendant plusieurs semaines. Ensuite, on utilise une pile à mailler, donc c'est des espèces de gros marteaux qui viennent frapper ces morceaux pour les décomposer en fait. Et pour actionner cette pile à mailler, en réalité on utilise souvent la force de l'eau d'une rivière, et c'est pour ça que souvent on dit des moulins à papier. Une fois les petits morceaux bien décomposés, on ajoute une colle dans cette pâte, et puis on plonge un tamis en forme de rectangle. Dans cette pâte, on soulève, l'excédent d'eau s'évacue, on dépose le papier à plat pour le laisser sécher, puis ensuite on le suspend. Et d'ailleurs, dans les moulins à papier, on a souvent beaucoup d'ouvertures avec des volets pour pouvoir gérer justement le taux d'humidité et puis la ventilation. C'était ingénieux quand même. Au début, les professionnels du livre résistent au papier parce qu'ils préfèrent le parchemin. Évidemment, le parchemin, c'est beaucoup plus qualitatif. Mais un événement majeur va changer la donne. C'est l'invention de l'imprimerie. Bah oui, parce que l'imprimerie, en plus d'accélérer le processus de reproduction des écrits, évidemment, elle va accélérer la consommation de papier. Et le papier va gagner ses lettres de noblesse grâce à l'essor des livres imprimés. D'ailleurs, on peut dire que sans le papier, l'imprimerie aurait eu beaucoup de difficultés à se développer puisque les parchemins, comme je vous l'ai dit, c'est très fastidieux à produire et c'était extrêmement onéreux. Les livres produits sur papier chiffon se conservent très bien. Alors évidemment, comme pour les parchemins, à l'abri des incendies et des inondations. Donc personnellement, après la pierre et le parchemin, ce serait le choix que je ferais si je souhaitais transmettre un document écrit à mes descendants. À partir du 19e siècle, on commence à utiliser le coton pour fabriquer le papier et aussi à le blanchir. Au 20e siècle, l'industrie se tourne vers la fibre de bois pour composer son papier et le coût
de fabrication chute drastiquement. Et ça va populariser encore davantage le papier dans notre quotidien. Sauf qu'on se rend compte d'une chose. Avec ces nouveaux procédés, le papier gagne en acidité et il se détériore beaucoup plus rapidement. Alors les industriels, bien entendu, ont pris conscience du problème et ont trouvé des solutions pour y remédier. Mais il faut bien avouer que de nos jours, la plupart des papiers qu'on utilise pour notre quotidien sont pas de grande qualité. D'ailleurs, en quelques années, le papier standard qui était de 90 grammes, maintenant, le papier classique, c'est du 80 grammes. Donc on voit que ça a baissé encore en qualité. Donc si je voulais transmettre un écrit sur un papier moderne à mes descendants, personnellement, mon choix se porterait vers un papier 100% coton. Et je veillerai à ce que le pH du papier soit bien spécifié par le fabricant. Mais en fait, nous avons un autre problème. Parce que si le support joue un rôle considérable, l'encre utilisée est le deuxième élément qui garantit la durée de vie d'un écrit. Et comme je vous le disais, tous les écrits de mes cahiers scolaires se sont effacés. Donc, c'est pas à prendre à la légère quand même. Mais après, il faut comprendre aussi pourquoi on a inventé des encres qui s'effacent. Parce que l'un des gros problèmes que rencontraient les personnes qui écrivaient dans le temps, c'était de corriger leurs erreurs manuscrites. Alors au Moyen-Âge, comme je vous le disais, on pouvait poncer le parchemin et corriger nos erreurs. C'était possible. Mais sur le papier, c'était plus vraiment possible parce que le papier, c'est beaucoup plus fragile. Alors les industries ont peu à peu développé des encres effaçables et il faut avouer que c'est quand même hyper pratique. D'ailleurs, c'est ce type d'encre qui est privilégié dans le milieu scolaire. Alors c'est pratique évidemment, mais il ne faut pas espérer transmettre grand-chose aux générations futures avec des écrits faits à l'encre effaçable évidemment. D'ailleurs, la plupart des encres d'imprimante qu'on utilise aujourd'hui ont elles aussi des encres à durée de vie limitée. Vous pouvez faire l'expérience chez vous d'ailleurs, c'est très simple. Vous imprimez un texte, vous l'affichez derrière une vitre qui rencontre le soleil une bonne partie de la journée, et vous verrez rapidement au bout de quelques jours, quelques semaines, si elle tient ou si elle commence déjà à s'effacer. Personnellement, j'ai vraiment besoin de garantir à mes clients que les calligraphies qu'ils me commandent traverseront le temps. Oui, parce que je vous ai dit que mon métier c'était l'écriture, mais je ne vous ai pas vraiment expliqué en quoi il consistait. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller regarder d'autres vidéos sur cette chaîne. Je suis calligraphe et je réalise donc des œuvres calligraphiées à la plume pour mes clients. Par exemple, quand je réalise un arbre généalogique, il est évident qu'il s'agit d'une œuvre qui doit traverser le temps et se transmettre de génération en génération. Donc évidemment, pas de cartouche d'encre bleue effaçable. Alors j'ai développé toute une batterie de tests dans mon atelier pour éprouver les encres et déterminer celles qui sont capables de durer dans le temps ou pas. Et je peux vous dire que sur les centaines d'encres que j'ai mises à l'épreuve, il y en a très peu qui ont passé le texte avec brio. Ce que vous pouvez retenir pour faire votre choix, c'est qu'une encre composée de pigments traversera mieux le temps qu'une encre composée de colorants. Et même parmi les pigments, il y a des couleurs qui fanent plus rapidement. Il est important de prendre tous ces critères en considération avant de produire quelque chose que vous voulez transmettre aux générations futures. Voilà pour les supports d'écriture qui ont jalonné l'histoire européenne. Mais aujourd'hui, on assiste à une disparition massive de ces supports classiques au profit du numérique. Même nos impôts sont communiqués par voie dématérialisée. Et la dématérialisation a du bon évidemment, on économise pas mal de papier dans un monde de plus en plus administratif. Mais comment s'assurer que ces documents traverseront le temps ? Depuis ma naissance, la majorité des données que j'ai pu créer ont disparu. Les disquettes ne sont plus fabriquées depuis 2011 et je pense que quelqu'un qui serait né en 2010 n'a même aucune idée de ce que peut bien être une disquette. La plupart des logiciels qu'on utilise nous proposent des mises à jour régulières, ce qui rend rapidement nos fichiers obsolètes en réalité si on ne met pas tout à jour très régulièrement. Et en plus, on n'est jamais à l'abri d'une perte de données, parce que stocker des données sur un disque dur externe et sur le cloud en même temps, certes, c'est quelque chose de rassurant, mais en réalité, cette obsolescence des logiciels, ça fait qu'il faut aussi entretenir les mises à jour de nos fichiers régulièrement pour être certain qu'on puisse les conserver et les réouvrir. On mesure l'obsolescence d'un objet à sa durée de vie dans le passé. Par exemple, la disquette, elle est apparue dans les années 60, elle s'est popularisée dans les années 90 et elle a disparu en 2011. On peut donc considérer qu'elle a eu un succès massif pendant à peu près 20 ans. Le papier, lui, il a été utilisé massivement en Europe depuis le XIVe siècle. Alors bien entendu, il a évolué dans sa fabrication, on l'a vu, du chiffon au papier coton et ainsi de suite, mais quand même, ça reste un support qui a traversé plusieurs siècles. On peut donc imaginer que lui, il va nous accompagner assez longtemps encore. Mais la clé USB, par exemple. La clé USB, elle apparaît en 2000
Et en fait, déjà aujourd'hui, on voit qu'elle commence à être remplacée par la clé USB-C. Et puis tous ces supports ne permettent pas d'accéder aux documents directement, c'est-à-dire qu'en fait, il faut en plus connecter ça à un ordinateur avec un logiciel adapté pour pouvoir ouvrir le fichier. Par rapport à un papier où le texte est écrit dessus, vous avez besoin que de vous, en fait, là c'est quand même beaucoup plus complexe. En termes de simplicité et d'efficacité pour la transmission à ses descendants, clairement, ça serait pas mon premier choix. Que restera-t-il de nos écrits dans le futur ? Eh bien pour moi, il restera ceux que nous aurons pris le temps de réaliser avec la ferme intention de les transmettre, parce que nous sommes les ancêtres de demain.